Donc en tout cas, merci d'être ici. Greenlight met en avant des épopées entrepreneuriales, des hommes et des femmes qui, par leur action, ont fait bouger les choses. Un petit passage sur toi peut-être pour commencer. Donc Mathieu, tu es girondin, Oui, tout à fait. né à Talence, raised in Bordeaux, Ouais. études à Paris. Études supérieures à Paris, ouais. Études supérieures à Paris. Tu étais dans quelle école? J'étais à l'école centrale, À Centrale, ok. Donc un G. ingénieur généraliste. Tu es passé par un big. Tu as fait de l'equity brokerage également. Alors c'était pas côté equity, c'était côté plutôt taux, mais effectivement j'étais en salle de marché. Ouais. Ok. Et en 2009, tu crées la STEP. Exactement. La STEP. Pour une longue genèse qui a enfin abouti au lancement en 2015. C'était l'époque de la COP 21 déjà. Au nom de Hype, à l'aventure Hype, la première flotte de taxis électriques et alimentés à l'hydrogène. Avant d'aller plus loin, mais quoi comme radio? Qu'est-ce qu'on écoute, Mathieu Gardy, quand on est en voiture? J'écoute de tout, je suis très éclectique, mais TSF Jazz c'est parfait. J'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de TSF Jazz sur cette saison. Quand on a préparé cette émission, le mot structuré, structureur de marché, ou en tout cas ne pas avoir peur d'aller dans des marchés qu'il faut structurer, c'est un leitmotiv dans ta carrière. Mais avant cela, on doit te dire que on a vu sur un truc sur les internets en préparant l'émission, c'est qu'il y a marqué en 2013 tu es chauffeur de taxi. Mais alors c'est un mythe ou c'est une réalité? Alors c'est vrai que j'ai passé mon permis de chauffeur de taxi, et que d'ailleurs moi j'encourage, à défaut de les forcer, mais j'encourageais toutes les personnes chez Hype à le faire. Moi ça faisait partie de Ton odyssée? Ouais, de mon parcours pour vraiment comprendre quels étaient les besoins des chauffeurs. Parce que nous, c'est un projet qui a vocation à adresser aussi bien les besoins des clients que les besoins des chauffeurs. Et donc ça faisait partie, je pense, d'un élément nécessaire pour moi pour bien comprendre ce que vivait un chauffeur de taxi, de faire ce parcours, de passer sa capacité de chauffeur. Alors, après, je n'ai pas exercé beaucoup en tant que chauffeur de taxi, mais déjà, le fait de faire cette formation est important. C'est aussi... la population des chauffeurs de taxi n'est pas forcément très bien connue, mais c'est un élément différenciant à l'époque entre les taxis et les VTC. Les VTC arrivaient sans forme de diplôme, donc ils n'avaient pas forcément bossé pour devenir chauffeur de VTC, alors que les taxis, c'était un vrai projet. C'est un métier. Ils le passaient, préparaient longtemps, ils le passaient plusieurs fois, etc. Donc c'est un vrai engagement sur la durée. Et voilà, donc je suis ravi d'avoir pu le faire. Donc c'est pas un mythe. C'est pas un mythe, et j'ai vraiment bossé de façon assez resserrée, mais j'ai bossé pour l'avoir. Ouais. Et alors du coup, la STEP, ça part d'où? Je parle pas du positionnement, donc la société des taxis électriques parisiens, c'est ça? Ouais, du taxi électrique. Du taxi électrique parisien. Je parle pas de la promesse du coup en 2009 d'avoir envie de créer une flotte électrique, mais je parle déjà du monde de la mobilité, alors même qu'à la base, t'étais pas vraiment dedans, vu que tu étais debt structureur. Ouais, alors effectivement, je gérais des clients, je proposais des produits à des grands clients qui pouvaient être énergéticiens, constructeurs, mais j'avais pas un segment d'activité particulier, je n'étais pas un spécialiste ni de l'énergie, ni de la mobilité, ni du transport, en général. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'il y a un truc, il y a quelque chose à un moment, une rencontre, un moment de vie? Alors, il y a le fait que j'ai cherché plusieurs sujets sur lesquels j'avais envie de sortir du volet salariat. Et deux, je cherchais des choses à faire. J'avais plusieurs projets, dont celui-là, qui était intéressant parce que ça consistait effectivement à faire dialoguer, à trouver des solutions avec plusieurs référentiels. Le référentiel des clients, le référentiel des taxis, le référentiel de la décarbonation. Voilà, donc trouver une solution dans cet amas de contraintes était un truc intéressant. Après, je connaissais le taxi en tant que client, donc j'avais une expérience de client et je voyais ce qui était efficace, pas efficace, carrément un sujet qui avait des axes d'amélioration possibles. Et puis on a démarré comme ça, et puis voilà, ça s'est poursuivi. Voilà. Hype, donc, puisque la STEP est devenue Hype il y a déjà quelques années, c'est le fruit d'un engagement envers la planète, c'est un challenge intellectuel ou c'est une opportunité business? Alors, pour le préciser, effectivement, l'autre élément, c'est que moi j'habite à Paris maintenant. Alors je dis pas que je suis parisien, mes enfants sont parisiens, mais moi j'habite à Paris et j'ai élevé mes enfants à Paris. Et de fait, en tant que Parisien, en tout cas moi j'étais confronté, surtout venant de ma banlieue bordelaise, à un sujet qui était la pollution de l'air.
le bruit, qui n'était pas un élément auquel j'étais habitué, et qui s'est renforcé quand j'ai eu des enfants, qui passaient leur journée chez le Toubib à se faire nettoyer les branches, etc. Donc j'étais assez sensible à cet aspect bruit, à cet aspect pollution. Et là, en tant que piéton, j'habite dans l'Est parisien, donc un endroit qui était assez embouteillé, j'étais effectivement sensible au fait que ça serait pertinent, utile, intéressant qu'il y ait moins de voitures à Paris et que les voitures qui restent arrêtent de polluer, arrêtent de faire du bruit et arrêtent de rejeter que Paris suive peut-être un peu la voie de sa grande sœur outre-Manche, londonienne. Voilà. Enfin, ou suivre, bref, qu'il y ait une dynamique autour de ça et qu'on essaie de faire bouger les choses. Donc ça, c'est quand même le point de départ de STEP, c'est de dire, il y a un vrai sujet qui est une flotte qui est la plus grosse pollueuse structurellement à Paris, doit trouver des solutions pour passer rapidement sur quelque chose qui ne pollue plus. Et c'est ça le point de départ de STEP. Et aujourd'hui, donc, la réponse, c'est une société donc, de taxi à énergie green, verte, qui permet au même prix, avec la même qualité de service, de se déplacer en région parisienne pour le B2C comme pour le B2B. C'est ça la réponse aujourd'hui. Exactement, la réponse c'est de dire il faut que tout le monde ait des solutions et puisse prendre des décisions facilement. Donc l'objectif c'est que toutes les voitures qui restent arrêtent de polluer. Donc dans le cas des taxis, on parle de 20 000 véhicules qui tournent tout le temps dans Paris. Il faut que ces 20 000 véhicules aient une solution rapidement pour passer sur du zéro émission à échappement. Ce qui va être soit de l'hydrogène d'ailleurs, soit de la batterie. Le point de départ, c'était aussi de dire la batterie ne fera pas tout, en particulier dans le taxi. L'hydrogène va être un complément intéressant. Et on va investir plus sur l'hydrogène parce que la batterie était déjà à peu près lancée. D'accord. Donc nous, l'objectif, c'est que effectivement le client puisse avoir une solution simple disant pour le même prix et sans nuire à la qualité que j'attends, je peux prendre un taxi qui ne pollue plus. Donc ça ne me coûte pas plus cher, mais je fais cet effort-là de le prioriser. Et puis au niveau du chauffeur, il faut arriver aussi à faire en sorte que ça ne soit pas une difficulté ni opérationnelle ni financière pour lui. Donc il faut qu'il ait le choix. Donc, soit il va prendre un véhicule à batterie, soit si ça ne lui convient pas, peut-être qu'un véhicule à hydrogène va plus lui convenir. Et puis organiser le fait que ça ne lui coûte pas plus cher. Pour ça, il faut développer une solution complète et la packager. C'est ce qu'on fait chez Hype en proposant à la fois un service clé en main sur la voiture, un service clé en main sur l'accès à l'énergie, puisqu'on déploie nos propres réseaux de stations de distribution d'hydrogène vert, et puis un accès aussi à ce qui va le motiver vraiment pour franchir ce pas-là, c'est l'accès aux clients. Et donc nous, notre credo aussi à la base, c'est de dire, ça n'est pas la responsabilité du chauffeur que de faire cette transition-là dans son coin et d'en assumer tous les risques et tous les coûts et toute la charge, c'est la responsabilité du client. Et si le client dit, moi dorénavant, je vais privilégier les véhicules taxi ou VTC zéro émission, ça c'est un message que le chauffeur va entendre, et pour garder son client, il va renouveler sa voiture avec un véhicule zéro émission. Si c'était à refaire, est-ce que tu repartirais dans une boîte qui se base sur une techno mouvante côté R&D, on n'est pas encore arrivé au bout, non régulée à l'époque et pas encore complètement finalisée aujourd'hui, peu soutenue politiquement, sans infrastructure. Enfin, c'est une chose de lancer une boîte, mais lancer une boîte où il faut absolument traiter toute la filière pour faire en sorte que ta boîte à toi puisse émerger, qui joue un rôle bien précis dedans, c'est quand même la version, la piste noire de l'entrepreneuriat, quoi. Tu le referais si c'était à refaire ou... Alors, c'est une bonne question. La réponse est, je suis pas sûr. Ce qui est clair, c'est que je le recommanderais pas à d'autres. Donc moi, à la limite, voilà. Et ensuite, je pense aussi. Alors, par contre, c'est vrai qu'on a coché systématiquement toutes les cases de ce qu'il ne faut pas faire. Donc à la fois mélanger du temps long, du temps d'infrastructure avec le temps court d'une start-up, embarquer un autre élément très différenciant, c'est moi je voulais qu'il y ait un volet social fort dans ce projet. Donc on a des chauffeurs de taxi salariés, ce que tout le monde a toujours dit qu'il ne fallait absolument pas faire, etc. Pour autant, dans toutes ces périodes de bas que tu évoques, ça permet aussi de se poser la question de savoir pourquoi on le fait, quoi. Et c'est là que je pense que si on ne sait pas pourquoi on le fait, effectivement on arrête, quoi. Après, si on a des bonnes raisons de le faire, on continue. C'est ma question d'après. Dans toutes ces batailles que tu as menées, quelle est ta source de courage inépuisable? Alors aucune, parce que je n'ai absolument ni courage, ni encore moins de courage inépuisable. En tout cas, la force de se lever le matin et d'enchaîner les journées, les batailles. Ouais, c'est clairement les gens que j'ai rencontrés, qui m'accompagnent et qui ont aussi envie de faire bouger les choses sur les mêmes agendas, et chez qui je vais aller puiser l'énergie qui me fait
naturellement défaut pour le poursuivre. Donc c'est effectivement d'avoir toujours eu quand même des gens pour qui on a envie de le faire. Donc au départ on le fait pour soi, pour ses enfants, etc. Mais c'est un concept assez longtemps aussi. Mais au moins on sait qu'on le fait pour des bonnes raisons. Puis ensuite au quotidien, il faut trouver des gens avec qui on a envie de le faire, on a plaisir à le faire, etc. Cette période, du coup, on va dire pré-COP 21, pré-kick-off, quoi, parce que entre 15 et 24, les choses se sont accélérées. Qu'est-ce que tu en retiens de cette période un peu dure, justement, où j'imagine entre 2009 et 2015, ça a demandé beaucoup de résilience. Qu'est-ce que tu retiens du regard des gens, du poids social? L'entrepreneuriat était en plein développement en France, mais c'était encore le début. On venait de se trouver un nom de Startup Nation, mais c'était pas encore quelque chose de complètement accepté. Ouais, moi je suis assez critique en fait par rapport à tout ça. Donc ça a été effectivement une période difficile, et là en l'occurrence l'énergie dont tu parlais pour continuer, je l'ai plutôt trouvé dans l'environnement taxi pour le coup, où là j'avais des gens avec qui j'étais en contact et qui me donnaient envie de poursuivre. Donc oui, ça a été des périodes compliquées. Après, on n'a pas, je pense, en France la culture vraiment d'entrepreneuriat. On a la culture du premier de cordée, c'est-à-dire honnêtement ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Il y a plein de projets qui ne sont pas des leaders mondiaux et qui sont hyper intéressants, qu'on devrait accompagner, etc. Donc on n'a pas cette culture-là, on n'a pas la culture de l'échec non plus, on n'a pas la culture de la saine interaction entre des grands groupes et des petites structures. Voilà, donc on a quand même pas mal de chemin culture. Et puis on a une culture classique chez les financiers, puisqu'il faut quand même de l'argent pour financer tout ça, qui est très moutonnier. Même quand de l'argent coule, il coule toujours de la même façon, selon les mêmes critères. Donc il y a assez peu, en France, d'acteurs qui pensent différemment des autres et qui assument de ne pas avoir les mêmes stratégies que les autres. Donc du coup, il y a une tendance à une forme de convergence on va vers tel type de projet, logique tel type de marché, quoi, qui s'applique aux investisseurs. Logique d'uniformisation du marché qui rassure les équipes sûrement et qui leur évite de se faire engueuler quand ils font des bêtises, mais qui est pas, là encore, qui est sans doute pas la meilleure façon de créer un écosystème efficace de PME qui ensuite vont grossir, etc. C'est un peu absurde de viser la licorne, honnêtement. Il faut viser de faire monter des PME, de construire un tissu de PME en plus des grands groupes et en plus des licornes. Ça, on ne sait pas trop faire en France. Et bah du coup, on ne sait pas trop faire, la culture est peut-être pas complètement là, mais à partir de 2015, je le disais, les choses s'améliorent. Qu'est-ce qui s'est passé en 2021, en 2015 pour la COP 21? C'est quoi le changement de paradigme? Qu'est-ce qui te permet de passer dans cette nouvelle phase? Le changement de paradigme, c'est comme souvent, c'est un projet qui avait besoin d'un momentum compliqué, parce qu'il fallait à la fois avoir un énergéticien qui était prêt à y aller à un instant T, un constructeur auto qui était prêt à y aller à un instant T, et un peu d'argent, donc un financier qui était prêt à aller, et faire en sorte que ces trois-là arrivent à se mettre d'accord pour qu'on lance le truc. Donc ça a été très compliqué sur la phase 2009-2015 dans l'écosystème batterie qui était lui-même en train de se monter de façon assez, on va dire, pas tout à fait organisée, disons. Donc on a eu des fois les deux, on a eu un constructeur et un financier, on a eu un énergéticien et un financier, mais on n'a rarement pas eu l'étincelle qui a fait que les trois sont allés jusqu'au bon sens. 2015, ce qui se passe, c'est que fin 2014, il y a des premiers véhicules hydrogène de série qui sont annoncés arriver en Europe, qui sont des constructeurs asiatiques. Alors c'est des véhicules que je connaissais parce que je les prenais en format proto, mais là ils sortent en série, donc c'est un message un peu comme différent. Celui-ci Comme celui-ci, en l'occurrence comme la génération précédente de celui-ci. Et du coup ça c'est un signal disant ok, l'hydrogène mobilité qui jusqu'à présent était un concept de proto qui n'avait pas progressé depuis 2009 va devenir une réalité industrielle. Et là, ça justifie, parce que nous, on a besoin quand même de s'inscrire sur des logiques industrielles, là, ça justifie de tenter le pivot. Et donc, j'envoie un mail à quelqu'un chez Air Liquide, qui est maintenant le patron de A24, Pierre-Étienne Franc. Je lui dis, moi, j'ai ce truc-là, qui fonctionne très bien. Vous faites des trucs en ce moment avec des chariots élévateurs dans des hangars, c'est super, mais c'est pas hyper visible. Si on faisait ça pour les taxis, ça serait beaucoup plus visible, et il y a des vrais marchés derrière, etc. Est-ce que ça vous intéresse? Et si ça vous intéresse, vous vous dépêchez parce que je suis en train de lancer, etc., etc. Et lui, il avait son agenda, il cherchait exactement ce type de projet. Donc, il voulait sortir un truc pour la COP. Et donc là, on a eu la nécessité d'aller vite parce qu'il y avait une échéance qui était la COP 21 et qu'il fallait le sortir pour la COP 21. Donc ça s'est fait très vite. Et puis en plus, un industriel comme Air Liquide, c'est un peu différent des boîtes de services
comme les énergéticiens avec lesquels je travaille. Temps long, le temps de l'industrie, les engagements long terme. Puis surtout, ils savent où ils vont. Voilà. Ils décident en tant que c'est une boîte d'ingénieurs. Une fois qu'ils ont décidé, ça déroule. L'hydrogène, justement, on parle de l'industrie. L'hydrogène, ça divise encore un petit peu aujourd'hui en tant que source crédible, industrialisable, scalable d'énergie à grande échelle. Les réserves, elles sont fondées et comment tu les surpasses? Parce que bon, tu vas pas me dire que l'hydrogène c'est nul, mais il y a quand même des réserves encore, il faut forcer de le constater. Alors moi je pensais bien qu'il y ait des doutes qui s'expriment et des réserves parce qu'il n'y a pas de solution miracle. Et puis celui qui dit qu'il sait ce qu'il faut faire, je pense qu'il a déjà fait que la moitié du chemin. Donc je pense qu'on a besoin de lancer plusieurs possibilités. L'hydrogène, j'en suis convaincu, fera partie du panel de solutions qui nous permettra de réussir la transition énergétique. La batterie évidemment aussi. Après l'articulation entre les deux, honnêtement personne n'en sait rien et a fortiori dans le temps. Donc oui, on sait que la batterie est plus efficace énergétiquement. Donc quand on peut utiliser les batteries, il vaut mieux utiliser les batteries. Ça c'est vrai à l'échelon peut-être d'un véhicule, mais après il faut se poser la question à l'échelon du système. Est-ce que c'est pertinent de mettre autant de matière pour faire des batteries sur tout un système quand on parle plus de milliers ou de millions mais de milliards de véhicules? Qu'est-ce que ça implique en termes de ressources? Qu'est-ce que ça implique en termes de réseau? Parce que voilà, donc là l'hydrogène pour moi est forcément un complément qui va être intéressant parce qu'avec l'hydrogène on n'a pas besoin de stocker une station-service dans sa voiture. Ce qui est la différence avec la batterie. Dans la batterie on met la station-service dans la voiture. Avec l'hydrogène on fait comme avant, on met quelque chose qui s'appelle de l'hydrogène qu'on remplit à partir d'une station de distribution. Et ça pèse rien, donc on n'a pas surchargé sa voiture. Et puis après on peut faire le plein de la même façon que les gens font plein aujourd'hui sans que ça ait les mêmes types d'impact réseau. C'est beaucoup plus décentralisé que ce qu'on a sur la batterie. Donc. Et puis le plein se fait en 3 minutes quoi. Et le plein se fait plus rapidement sans qu'on ait besoin d'aller vers des niveaux de puissance de recharge de batterie qui deviennent parfaitement déraisonnables, surtout si on les passe à l'échelle. Parce qu'à chaque fois les gens disent ok, au niveau du véhicule ou de la station de charge rapide, très bien, mais comment on passe ça à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'un continent, à l'échelle de la planète? Est-ce que ce truc est vraiment soutenable quand on parle de milliards de véhicules, quand on parle de millions de bornes de charge rapide? Ce qui veut dire qu'in fine, il y aura forcément un mix. Et que les deux s'alimenteront et que l'un sera le backup de l'autre, etc. Que ce mix ne sera pas les mêmes partout, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes situations en Europe, en Asie, aux États-Unis. Voilà, et que donc ce qu'il faut, c'est lancer et développer différentes solutions qui ensuite s'ajusteront les unes avec les autres en fonction du temps, en fonction de la géographie. On a parlé du premier partenaire industriel avec Air Liquide. Qui était le premier financeur? Alors historiquement, la caisse des dépôts est rentrée très tôt sur le projet en disant moi ça m'intéresse et je vais t'accompagner. Donc à l'époque c'était les équipes de CLC Infrastructure. C'est un projet qui a toujours mélangé la partie infra et opération. Et eux, ils étaient intéressés par la partie infra et par la vision qu'il y avait d'aller développer des infras directement à partir d'un usage pertinent. Et pendant typiquement toute la période difficile de 2009 à 2015, où il n'y a jamais eu... personne n'a sifflé la fin de la récré au sens plus aucun support et tout le monde s'arrête. Donc celui qui est resté longtemps supportif, ça a été effectivement la Caisse des dépôts, qui est donc rapidement arrivé en renfort côté financier, sachant qu'Air Liquide, quand on a pivoté, lui il a aussi investi en minoritaire, c'est lui qui a donné le coup de départ. En fait. Ce sont tes deux investisseurs institutionnels un peu aujourd'hui? Alors aujourd'hui Air Liquide est sorti, ouais. La caisse est toujours là. D'accord. On a parlé donc du premier partenaire, on a parlé du premier financier. Qui était le premier client, en tout cas, qui a été le client le plus emblématique, celui qui a vraiment basculé? Alors ça c'est intéressant dans le taxi, c'est que c'est à peu près le seul business où on n'a pas besoin de clients. Donc autant n'importe quelle start-up se dit ok, bon, je bosse mon produit et après mon vrai sujet c'est le client. Nous, on a eu l'avantage de ne pas avoir à se poser cette question trop tôt. Parce qu'en fait c'est l'intérêt du taxi, tu achètes une licence de taxi, tu mets un chauffeur dans un véhicule et il bénéficie du fonds de commerce mutualisé du taxi parisien. Donc ça c'était intéressant d'un point de vue structure du projet parce que justement ça veut dire on peut se donner le temps long dont on a besoin pour l'infra. Parce que vous étiez live tout de suite sur le modèle historique. Parce qu'on lance le 7 décembre 2015 place de l'Almar, on va peut-être y passer ou pas. Et en fait, dès le 7 décembre au soir, les taxis étaient performing au sens ils pouvaient gagner de l'argent en
prenant des clients dans la rue. Donc on n'a pas besoin au départ d'avoir un client. En revanche, effectivement, le modèle ne fonctionne que si, in fine, je le disais, c'est le client qui donne le message au chauffeur de passer sur des véhicules zéro émission. Donc on a besoin à un moment, et rapidement quand même, de capter ce client-là. Mais pour le capter, il faut d'abord qu'on ait de quoi mettre en relation avec nous, donc une application. Et pour avoir une application qui fonctionne, il faut une grosse flotte. Donc on ne peut pas démarrer avec 5 véhicules, comme en décembre 2015, qui était la plus grosse flotte de véhicules hydrogène du monde, mais enfin, on ne peut rien faire en termes de résa. Donc la plus grosse c'était 5. La plus grosse c'était 5, exactement. Pas mal. Voilà. Donc on savait qu'on allait avoir une période pendant laquelle on ne pourrait pas mettre les clients en relation avec notre produit. Donc ça nous laissait un peu de temps pour déployer la partie, enfin passer à l'échelle. Mais par contre, il fallait passer à l'échelle le plus rapidement possible parce qu'entre temps, tu te fatigues et tu crames de l'argent. Et donc aujourd'hui, vous êtes ? Aujourd'hui, on a plus de 400 véhicules, mais on arrête de compter sur le nombre de véhicules qu'on a parce que ce qui est important, c'est combien de taxis roulent en zéro émission à Paris aujourd'hui et donc sont susceptibles de venir sur la plateforme Hype, sur l'appli Hype. Et aujourd'hui, il y a un petit millier de véhicules à 1500, je crois. Enfin, non, 1500 au global en véhicules. 1500 à la fin de l'année. Et puis, il y a des Tesla, etc. Et nous, on a commencé à avoir des Tesla des véhicules électriques à batterie qui sont sur l'appli Hype. D'accord. C'est-à-dire que notre marché, c'est bien, sur la partie application, c'est bien tous les véhicules qui utilisent une motorisation qui ne rejette rien à l'échappement, qu'il soit à hydrogène ou à batterie. Et sinon, un premier client B2B, un gros abonnement, une grosse boîte qui a dit allez, on vient avec vous, un logo qui est toujours important pour un entrepreneur quand tu mets une plaquette sur une offre B2B. Ouais, je pense que ceux qui ont vraiment donné le point de départ de façon significative, c'est-à-dire en prenant un risque, la mairie de Paris. Ouais. Et ils ont pris le risque parce que la mairie de Paris, c'est un marché de taxi exclusif. C'est un peu le seul marché. Ah oui, vu que c'est un marché public, j'imagine. Non, par exemple, le Sénat qui a aussi fait l'exercice, ils ont plusieurs prestataires. Okay. La mairie a décidé d'avoir un seul prestataire. Donc vous avez pris tout. Et donc on a pris tout le marché de la mairie de Paris pour les agents valides et pour les agents non valides. Donc il y a deux marchés distincts. Et là, effectivement, c'était une bascule risquée pour eux, entre guillemets, parce qu'ils passaient leur opérateur historique, que je ne citerai pas, vers un nouvel acteur qui suivait depuis longtemps. Mais voilà, donc il fallait. Là, il y a une vraie prise de risque. Il y a un choix. Il y a un choix qui s'est traduit par le fait qu'ils l'avaient mis dans leur. Ils ont fait un appel d'offres, donc tout ça a été tout à fait justifié, mais ils ont mis une pondération sur la qualité, le critère qualité de la flotte qui était élevé, qui était de 20%, je le cite, parce qu'on va clair en est. Et ça, c'était un signal clair de dire moi, c'est important pour moi. Et du coup, j'ai pondéré ça. Donc, de fait, je vais dépondérer d'autres éléments de type taille de la flotte, etc. Donc ça, c'est un vrai. De toute façon, la mairie de Paris nous a soutenus depuis très longtemps, la région Île-de-France également. Mais ça, c'est un vrai marqueur. Et puis après, le suivant, c'est les jeux, quoi. Ouais. C'est Paris 2024 qui décide de nous faire effectivement confiance et qu'on devienne partenaire des jeux pour la plus grosse manifestation mondiale avec des enjeux extrêmement forts. Ça n'a pas trop craqué de partout, l'appli, le volume d'usage, les chauffeurs, j'imagine que ça a été un moment dense. Ça a été un moment, je pense, hyper intéressant pour tout le monde. On a vraiment, nous, c'est devenu un projet d'entreprise complet. On a une personne part en vacances cette année, tout le monde est focus sur les jeux, etc. Tout le monde va devoir faire des choses un petit peu différemment. Et puis après, les équipes de Paris 2024 sont tellement top. Je veux dire, ils gèrent un truc monstrueux. Je suis vraiment très admiratif de ce qu'ils ont fait. Donc voilà, le dialogue avec ces équipes-là était bon. Le management de Paris 2024 est top. Donc les difficultés étaient nombreuses, mais elles ont été toutes surpassées. On est ravis d'être hissé à la hauteur du succès des jeux. Disons que c'est après la mairie de Paris, Air Liquide, la caisse qui investit, ces moments forts dans la vie d'un entrepreneur. Ouais. Être le partenaire mobilité d'un événement comme les JO, ça devait être un... Et tu te souviens du moment où vous l'avez appris? Parce que j'imagine que c'est un projet au long cours. Le moment où avec les équipes, vous avez eu la vraie certitude que vous alliez en être. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette pièce au moment où vous l'avez appris? Alors ça a été un processus long. Alors nous, on rappelle, en fait, ça fait très longtemps qu'on veut être partenaire des jeux. Donc je regardais une photo, mais je crois février 2016, donc quelques semaines après le lancement, on fait un premier voyage qui est on amène l'équipe de ce qui deviendra le COJOP au dévoilement de je sais pas quoi, Place de l'Étoile. Donc
qu'on a déjà estangué dans le taxi dans le taxi hype en 2016. Voilà, et nous on savait qu'on avait besoin, comme on a eu avec la COP21, ce momentum où les gens se bougent et font les choses différemment et accélèrent, basculent, on savait que les jeux ça allait être utile pour notre cause, pour faire bouger les choses. Toujours en train de se demander comment on fait pour faire bouger les choses. Donc on voulait être prêt pour cette échéance-là. Et puis les jeux, Paris 2024 avait vraiment un agenda très clair, très ambitieux sur le côté durable de ces jeux, qui sont un peu la première nouvelle olympiade de ce type-là, avec vraiment des engagements qui ne sont pas du greenwashing. Donc eux voulaient bosser avec nous. On a été annoncé assez tard comme partenaire, parce que ces discussions ont duré assez longtemps. Mais effectivement, on était ravis quand ça a été officiel et qu'on a pu annoncer. J'ai une question qui n'était pas prévue, qui n'est pas une question qui a été préparée par la rédaction de l'émission. Et du coup, si tu veux bien y répondre, la voici. Bonjour Mathieu. Alors ma question est la suivante. L'aventure Hype a démarré il y a maintenant 9 ans. À l'époque, nous étions 5 et aujourd'hui, on est plus de 400. Et malgré cette industrialisation, tu as su maintenir cette proximité avec tes collaborateurs. Quel est ton secret ? Donc je crois que c'est Nabil qui vous pose la question. Ouais, ça c'est un autre enjeu qui, moi, me motivait pour faire ça et me lever le matin, c'est d'arriver à trouver des modes d'organisation qui soient plus en phase avec mes valeurs que ce que j'avais pu trouver quand j'étais salarié. Donc ça veut dire lean Ça veut dire un truc qui n'existait pas tout à fait dans le livre, parce que là encore, il y a plein de littérature sur des organisations spéciales start-up qui ont un produit et des armées d'ingénieurs. Nous, on est une structure où, Nabil le rappelait, il y a plus de 400 salariés, mais une partie significative salariés, c'est des chauffeurs de taxi salariés. Et puis on a aussi des gens qui ont plus un parcours comme le mien, grande école, etc. Donc trouver un truc qui fasse que ces profils très différents arrivent à fonctionner efficacement, parce qu'on est sur des jambes dont on a besoin et on a besoin qu'elles fonctionnent bien pour avancer ensemble. C'était pas, là pour le coup ça se trouve pas dans le livre, parce que de fait il y a assez peu pas du tout d'ailleurs de flotte de taxis salariés. Voilà, donc il a fallu trouver un mode d'organisation qui fonctionnait. Comme le dit Nabil, ce qui est toujours compliqué dans les organisations, c'est quand elles grossissent. Plus elles grossissent et moins elles se conduisent bien. Ou en tout cas, plus elles perdent naturellement leur lien du départ ou leur valeur du départ. Donc ça a été un enjeu. Par exemple, en termes de management, moi je dis toujours à mes managers, je ne vous managerai pas, quoi. Donc je vous dis ce qui va se passer, je vous dis ce qu'on pourra faire, je vous dis ce qu'on ne pourra pas faire. Ça vous plaît, très bien, vous êtes les bienvenus. Ça vous plaît pas, pas de problème. Donc je pars du principe, il ne faut jamais retenir quelqu'un qui veut partir. Il faut être très clair dès le départ sur ce qu'on va faire et ce qu'on ne va pas faire. C'est du directionnel. C'est pas du directionnel, c'est être très très transparent pour ne pas avoir cette couche de management qu'on retrouve, je trouve, dans les boîtes où on essaie un peu d'embobiner le salarié en expliquant que bon, ça se passe pas comme je t'avais dit, mais t'inquiète pas, blablabla. Donc être très... La loi de l'explicite. La loi de l'explicite, et puis si quelqu'un doit partir, qu'il parte, c'est pas très grave. Par contre, tant qu'il est dans le projet, qu'il voit la bouteille à moitié pleine, donc qu'il passe en mode, oui, ça c'est pénible, mais ça m'intéresse. Et l'autre truc sur lequel j'étais très clair, c'est que je veux pas gérer de conflit. Donc c'est votre boulot de voir la bouteille à moitié pleine chez votre collègue, chez votre père, et ne venez pas, vous n'aurez pas aucune oreille attentive, au contraire, si vous venez vous plaindre de tel ou tel. Donc je gérerai ce qui dépassera, mais votre boulot à vous, c'est de faire en sorte de vous entendre et de voir chez l'autre la bouteille à moitié pleine, les trucs qui vous rapprochent, et d'avancer ensemble. Et de faire en sorte que les gens se respectent, arrivent à bosser ensemble tout en étant très différents par leur parcours et par leur fonction aussi. Donc ça c'est un truc, voilà, c'est atypique comme mode d'organisation, des fois un peu collégial, des fois un peu trop participatif, donc des fois on est en excès de participatif, après on recentre, etc. Mais je trouve un truc qui a in fine fonctionné pas mal, avec aussi la possibilité de faire monter du monde, donc pas du tout figé dans les profils, dans les parcours, etc. Pas recruter des stars, recruter des gens qui ont envie, quoi, en fait, et qui vont, voilà, qui vont c'est le projet d'abord. Exactement. Magnifique.